On va passer maintenant à la table ronde que nous avons organisée et qui va traiter du futur de Boas. Donc, je vais laisser la parole à Axel. Je vais te laisser la chaise qui va présenter. Bien, merci Lara. Donc en effet, nous continuons et nous avons presque terminé notre après-midi, mais nous changeons de format puisque nous passons au format table ronde. Donc je vais appeler les panélistes Manon Bellassène, qui est directrice de PL Lyon et pharmacoépidémiologiste, le professeur Patrick Blin, qui est pharmacoépidémiologiste également, directeur médico-scientifique de Bordeaux Pharmacoépi, le professeur Marcel Goldberg, que je présente, même si probablement vous le connaissez tous, mais qui est professeur émérite en épidémiologie, qui a contribué à la mise en place et à la gestion de grandes cohortes en population. Beaucoup d'entre vous connaissent Gazelle et Constance, et qui est également coordonnateur de REDSIAM. Monsieur Mathieu Hanf, qui est, c'est un appel par ordre alphabétique. Mais Mathieu, je te propose de laisser une place quand même à côté de Marcel, pour quelqu'un qui vient après dans l'ordre alphabétique. Donc Mathieu est ingénieur et épidémiologiste et directeur du département traitement de l'information au Cézanne. Nous appelons maintenant Emmeline Hendrix-Galin, qui est ingénieure d'études à l'INSERM, chargée d'expertise sur les algorithmes SNDS, grande contributrice à la gestion de la cohorte Constance et coordinatrice également et très impliquée pour le réseau REDSIAM. Et notre sixième panéliste, le professeur Bertrand Lucax, qui est chirurgien urologue à la PHP, membre de l'Académie nationale de chirurgie, père fondateur de la cohorte Observapur et vice-président du conseil scientifique du Health Data Hub. Merci à toutes et tous de nous consacrer de votre temps. En effet, avec cette table ronde, eh bien, au HDH, nous disons que nous sommes à la fin d'une première époque, la première époque des premières vagues de l'appel à manifestation d'intérêt BOAS. Il nous reste maintenant à ces trois premières vagues. Merci, c'est charitable. Ces trois premières vagues vont nous permettre de peupler avec de premiers algorithmes et les programmes associés cette bibliothèque. Donc voilà, ça c'est la balle est dans notre camp maintenant pour la mettre en place, cette bibliothèque. Mais il est temps pour nous, au HDH, de nous interroger sur, voilà, nous faire disposer d'un premier retour d'expérience de ce premier AMI et nous interroger sur les actions futures, les prochaines étapes à porter pour continuer de peupler utilement cette bibliothèque. Donc, nous avons nos panélistes qui représentent des métiers différents et des structures différentes de l'écosystème SNDS. Et les premières questions sur lesquelles on s'interroge au HDH et qu'on pose à nos panélistes, eh bien, on se demande est-ce qu'on continue pour initier le peuplement de la bibliothèque. On est passé par un appel à manifestation d'intérêt qui poursuivait un certain objectif et qui a eu certaines règles. Donc, est-ce que ça paraît pertinent de poursuivre avec cette procédure ? Est-ce qu'il faudrait ajuster l'AMI, faire des appels à projets plus ciblés sur des thématiques, oui ou non, avec quels arguments, quels critères de priorisation ? Ça, c'est sur la démarche. Est-ce qu'on passe par des AMI ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre AMI ou AAP ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode, après tout, de peupler la bibliothèque ? Par exemple, en interagissant avec les grandes institutions qui produisent des algorithmes et qui développent les programmes associés comme la CNAM, l'ATI, SPF, la HAS, l'adresse, et il y en a certainement d'autres.
qui produisent des algorithmes de ciblage dans le SNDS pour calculer des indicateurs en routine. Est-ce que là, il y a besoin de passer par une démarche d'AMI ou d'AAP, ou est-ce qu'il y a une modalité de collaboration avec ces institutions qu'on peut mettre en place? Et puis enfin, il y a la méthode, la démarche, comment on peuple la bibliothèque, mais comment on s'assure aussi que les algorithmes qui seront disponibles, donc les algorithmes et les programmes associés qui seront disponibles dans la bibliothèque sont vraiment, pour démarrer, les plus utiles à l'écosystème, puisqu'après tout, cette bibliothèque, on espère, aura une longue vie et il pourra y avoir pas mal d'étapes pour l'alimenter, mais au début, il faut qu'on priorise probablement les algorithmes les plus utiles. Et comment on détermine cela? Voilà, quelques questions. Je vais arrêter de monologuer et vous passer la parole parce que c'est ça qui va être le plus intéressant. Et on va commencer avec Marcel et Emeline de Redsiam. Antoine a un peu levé le voile déjà sur ce qu'était ce réseau, son fonctionnement et ses missions, mais très rapidement, c'est un réseau qui est connu de pas mal de participants à cet après-midi, mais probablement pas de tout le monde. Donc, c'est certainement très utile que vous nous rappeliez les principes de fonctionnement de Redsiam. À date, nous donner une idée du périmètre des algorithmes référencés par le réseau, les modalités de partage. Si vous en êtes d'accord, vous pourrez poursuivre ensuite sur une précision des modalités de contribution de Redsiam à la bibliothèque, BOAS. Et puis, partager avec nous une ou deux idées du point de vue de Redsiam, des enjeux, des attentes, des alertes pour le futur et les évolutions futures de la bibliothèque BOAS. Bon, je vais commencer, peut-être un tout petit rappel historique, entre guillemets. Ça fait 10 ans, ça fait juste 10 ans qu'on a commencé Redsiam avec un tout petit groupe de gens de la CNAM, de ce qui s'appelait pas encore Santé publique France, mais qui s'appelait Institut de veille sanitaire, de l'INSERM. On était 5-6 et on partageait le même problème tous en discutant entre nous. On essayait de travailler sur ce qui ne s'appelait pas encore le SNDS, mais le SNIRAM simplement. Et on voyait bien tous les problèmes que ça posait, et notamment le problème du repérage de cas de maladies dans le SNIRAM, avec toutes les difficultés que ça pose, et sachant que, on avait tous un peu l'expérience de ça, qu'il n'y a pas une source unique n'est jamais suffisante. Il faut toujours croiser des données. À l'époque, on avait le PMSI était utilisable, mais il n'y avait pas de travaux qui associaient PMSI, DCIR, etc. Donc voilà, on s'est mis autour d'une table à quelques-uns et on s'est dit, il faudrait essayer de faire quelque chose, parce qu'on a bien conscience qu'on n'est pas les seuls, là, les 5-6 autour de la table à avoir ce problème, mais qu'il est plus largement, et que il y a de la compétence, il y a du savoir-faire, il y a de l'expertise qui existe, mais elle est complètement éparpillée, les gens ne se connaissent pas. Voilà, donc alors je ne rentre pas sur les détails, sur la manière dont on a mis en place le réseau, mais finalement, il s'est mis en place. À l'heure actuelle, il compte environ, là je passe sous le contrôle d'Emeline, qui a les comptes de tout ça, environ 250 membres. Alors en fait, on travaille par groupe thématique, par domaine pathologique. Évidemment, on s'intéresse. La manière de cibler des maladies cardiovasculaires ou psychiatriques évidemment est très différente, et ça nécessite la compétence qu'il faut pour définir un bon algorithme, ou en tous les cas être capable de bien le connaître et l'utiliser. Il y a des compétences, je dis cliniques, mais c'est un peu plus large que simplement clinique, quoi. Il y a la clinique, la biologie, l'imagerie, enfin disons médicale, quoi, d'une manière générale. Il faut bien entendu connaître bien la maladie dont on parle, et puis il faut connaître très bien le SNDS, savoir ce qu'il y a dedans. Il y a toutes sortes de pièges. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été pas mal cité, environ une centaine de tables, des milliers de variables, enfin, avec une évolution constante des codages, etc. Donc voilà, ça demande une expertise très particulière. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans. Alors finalement, grosso modo, ce que fait Redsiam, c'est d'évaluer des algorithmes existants, pour l'essentiel. Au sein de Redsiam, il n'y a pas vraiment de développement d'algorithmes, c'est pas interdit, mais en fait, en pratique, ce dont on s'est bien rendu compte, c'est qu'en fait, les algorithmes sont développés par des personnes qui en ont besoin pour leur propre travail. Des chercheurs qui travaillent, des chercheurs ou des gens travaillant dans une agence
enfin pour un travail quelconque, et donc ils développent leur propre algorithme, alors plus soit tout seul dans son coin, soit en parlant avec des copains, des experts, etc. Mais ils le font parce qu'ils en ont besoin, eux. Donc c'est et donc en fait, dans le sein de RedSiam, il n'y a pas vraiment de développement d'algorithmes dans les groupes de travail, mais plus une évaluation de ce qu'est le repérage, rechercher dans la littérature publiée, mais la littérature grise, plus le bouche à oreille, ce qu'on sait, ce qu'un tel sait, ne sait pas. Et puis, on a donc défini une grille d'analyse commune, auquel Antoine a fait allusion tout à l'heure, qui nous permet donc, pour les différents algorithmes qui ont été repérés, de les documenter bien en disant grosso modo à quoi ils servent, quelles sont les données qui rentrent dedans, quels sont les algorithmes, alors au sens où Antoine l'a dit, hein, algorithme, des combinaisons de code. Des combinaisons de code, les populations concernées, les sources d'utilisation, etc., etc. Donc voilà, c'est ça que fait RedSiam depuis 10 ans. Depuis 10 ans, et donc on a été à la fois content et surpris de voir que le HDH lançait BOA il y a 1 an pour faire la même chose. La même chose ou le complément, justement? Alors le complément, oui, enfin, c'est parce que alors ça a été dit par tout le monde, enfin on sait bien, la validation avec des gold standards, parce que ces algorithmes, grosso modo, ils sortent de la tête des experts, tous, quasiment tous. On a publié, ça fait quelques années déjà, un numéro spécial de la revue d'épidémiologie de santé publique dans lequel on faisait déjà, chaque groupe de travail avait fait. Et une des remarques qu'on avait faites, évidemment, que tout le monde partage dès qu'on met le nez dedans, ben, c'est qu'il n'y a quasiment aucun algorithme qui est formellement validé avec une source externe, avec un gold standard. Donc, depuis longtemps, on sait, mais alors, je ne l'ai pas dit, mais RedSiam n'a pas d'existence légale. Hein. C'est un réseau totalement informel qui n'a pas d'existence juridique. Hein. Donc, on n'a pas d'argent non plus. On a un petit peu de sous que les différents organismes qui parrainent RedSiam nous donne un peu, mais enfin, ça permet d'assurer, ça permet absolument pas de financer le travail qu'il faut faire pour valider un algorithme qui est parfois assez lourd parce qu'il faut repérer la source de données dans laquelle il y a un gold standard. Enfin, il y a beaucoup, enfin, je rentre pas dans le détail, mais la plupart du temps, c'est beaucoup de travail et ça demande des ressources spécifiques. Et donc, voilà, on est très content que le HDH, justement, y contribue. Ça fait longtemps qu'on souhaite que ça puisse se faire. Merci Marcel. Je passe la parole à Emeline. En complément, peut-être sur quelques chiffres clés sur les algorithmes référencés Oui. et puis la contribution justement à la bibliothèque BOAS. Oui, en termes d'algorithmes référencés dans la bibliothèque RedSiam, donc depuis 10 ans maintenant, un peu moins 8 ans, on va dire, vraiment de fournir cette bibliothèque, des domaines très très larges. On retrouve des algorithmes sur les maladies neurodégénératives, sur donc Parkinson, épilepsie, tout ce qu'on peut imaginer là-dessus, infectieux. C'est très large, donc en termes de priorisation justement dont vous parliez tout à l'heure, du point de vue de RedSiam, ça paraît compliqué d'arriver à dire quel domaine, enfin c'est pas compliqué, c'est impossible d'arriver à sortir une pathologie du lot en disant c'est celle-ci qui est prioritaire par rapport à une autre. Donc ça, je vous laisse le soin d'y répondre pour le coup. Voilà, donc environ 170 algorithmes qui sont référencés dans la bibliothèque de RedSiam, disponibles sur le site internet, via une demande motivée. Donc on demande un petit formulaire expliquant qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez en faire, et avec une demande de retour si vous modifiez l'algorithme fourni. Et donc, comme on l'a dit avec Antoine, avec Marcel, donc c'est une grille d'analyse de l'algorithme. On ne fournit pas de code, il n'y a pas un script qui est fourni. C'est vraiment selon la grille évaluée par les experts du groupe thématique de RedSiam qui est fourni. Voilà. Et en termes d'attente de RedSiam par rapport à la bibliothèque, peut-être effectivement la valeur ajoutée de RedSiam, je pense, pour la MIBOA, c'est justement de peut-être être en amont dans la mise en dans le dépôt des dossiers, en fait, que RedSiam soit mobilisé en amont du dépôt des dossiers. Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à que nos experts puissent participer à ces dossiers. Avant et Oui. évidemment après, pour la sélection également, mais en amont, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée de RedSiam. Super, merci pour la proposition. Excellente idée.
On va changer d'interlocuteur. On va maintenant donner la parole à Manon Bellassène. Donc, ça serait intéressant pour nous, Manon, que vous nous disiez pour une société comme la vôtre, comme PL Lyon, d'abord que vous nous familiarisiez un petit peu avec votre activité SNDS. Quelle est la part de vos travaux qui mobilisent le SNDS? Quand vous mobilisez le SNDS, quelle est la part des travaux qui vont mobiliser des algorithmes référencés par Etiam ou développés par d'autres versus les productions originales d'algorithmes? Ça, c'est un petit peu pour qu'on fasse connaissance avec votre activité. Et puis, vous contribuez largement à BOAS, puisque vous avez un projet, je crois, qui est en cours. Du coup, vous avez été intéressé par cet appel à manifestation d'intérêt. Vous avez donc un intérêt pour cette bibliothèque. Qu'est-ce que vous nous recommanderiez ou proposeriez pour la suite, le futur? Alors merci pour ces questions. Donc d'abord notre activité. Donc nous on fait des études de pharmacoépidémiologie. Donc on est très orienté médicaments et vaccins. On travaille quasi exclusivement sur le SNDS, aussi avec des sources de données étrangères. Donc ça concerne un petit peu moins le sujet du jour. Et en fait, pour quasiment toutes nos études, on est confronté à ces algorithmes. Soit on a une étude SNDS qui apparie à une autre source de données, et dans ce cas-là, c'est facile. Hein, l'algorithme, c'est notre gold standard, c'est la source de données d'origine. Donc là, tout va bien. Et quand on n'a pas d'appariement, la première question qu'on se pose, c'est comment on va identifier notre population. Ça rejoint un petit peu le sujet de Marjorie juste avant. Donc la première chose qu'on fait, c'est de faire une revue de la littérature. On regarde, est-ce que il y a d'autres équipes en France qui ont déjà mené ces travaux dans le SNDS et qui se sont intéressées à cette pathologie. Donc des fois oui, des fois non. Et quand on trouve des articles, ce qui est souvent un petit peu dommage, c'est qu'on a des critères de sélection de population, mais on a rarement les codes qui sont associés, les codes SIM10 ou les codes CCAM ou les codes ATC. Et donc ça, c'est souvent limitant, puisque finalement, il y a une partie du travail qui a été publiée, mais pas la totalité, donc l'étude n'est pas reproductible facilement. Donc bon, c'est quand même une base de travail, donc quand elle existe, évidemment, on s'en sert. Et puis ensuite, pour chaque question de recherche, on a quand même un algorithme à retravailler. Par exemple, voilà, c'est souvent un algorithme très spécifique d'un objectif. Et donc même s'il y a une base de travail qui existe, on doit, dans la majorité des cas, retravailler cet algorithme. Voilà. Après, on fait énormément de développement de zéro, parce que finalement, il y a assez peu encore d'articles qui sont publiés avec des algorithmes bien décrits. Donc, il y a quand même un très, très gros travail à ce niveau-là. Et donc, oui, évidemment, la MIBOA, c'est intéressant pour une société comme la nôtre. Déjà parce qu'il y a une démarche d'open data, de transparence. Ça rejoint le premier point que je disais, où on a voilà, un accès à un algorithme qui est complètement ouvert, et ça va un cran plus loin parce que là, l'objectif de BOAS, c'est d'avoir les programmes à disposition. Donc, on a hâte de voir la bibliothèque s'incrémenter avec tous ces développements informatiques et de programmation. Et puis, le deuxième intérêt majeur de BOAS, c'est la validation. C'est vrai qu'on travaille tous sur des algorithmes. On travaille avec un comité d'experts, hein, comme le disait Marcel. Voilà, on se met tous autour de la table. On discute avec des cliniciens, on essaye de trouver le meilleur algorithme qui soit, mais on a rarement une validation. On a rarement un retour au dossier patient qui nous dit oui, ce patient-là, effectivement, il a cette pathologie-là. Donc il y a des pathologies pour lesquelles c'est des algorithmes qui sont relativement faciles, et puis il y a des algorithmes pour lesquels c'est très complexe. Donc souvent, on fait plusieurs algorithmes pour une même pathologie, en relâchant certains critères ou en étant plus ou moins sensible ou plus ou moins spécifique. Et là, l'intérêt de l'AMI, c'est de pouvoir aller un cran plus loin et de faire des validations assez systématiques. Donc ça nous intéresse pour ces deux aspects-là. Et puis quand on aura des études sur des pathologies pour lesquelles il y aura des algorithmes dans BOAS, on pourra gagner du temps, partir de l'existant, voilà, pouvoir partir de ça, améliorer les choses ou en tout cas les rendre plus spécifiques si l'objectif le nécessite. Et donc, pour peupler la bibliothèque, on continue avec des appels à manifestation d'intérêt, comme on le fait depuis 1 an et demi, ou vous voyez une autre démarche, méthode? Moi, à titre personnel, je trouve que l'AMI a bien fonctionné. Voilà, moi, j'ai été jury des deux premières vagues et j'ai trouvé que le système était assez efficient. Le dossier
relativement synthétique, mais nécessite en même temps une très bonne connaissance du SNDS et des appariements pour pouvoir y répondre. Donc voilà, sauf si vous avez d'autres idées dont on peut discuter. Sinon, à titre personnel, je trouve que l'AMI fonctionne bien. Ok, merci Manon. Mathieu, on va poursuivre avec toi. Alors, tu travailles dans un grade. Je pense qu'on n'est pas très nombreux là, connectés ou dans la salle à savoir ce que c'est qu'un grade. Donc, tu vas nous raconter ce que c'est qu'un grade. Dans quelle mesure les grades, en tout cas celui dans lequel tu travailles en Île-de-France, utilisent le SNDS ou des systèmes FIS et sont donc intéressés par l'accès aux algorithmes de ciblage et aux programmes. Et tu pilotes en particulier une équipe de data scientists, donc sur un volet assez technique, pour des data scientists qui sont amenés à travailler sur le SNDS ou des systèmes FIS. En termes d'outillage, quelle attente vous avez, voilà, qui pourrait, ou pas d'ailleurs, mais on verra, mais qu'est-ce que tu verrais comme question plutôt technique, plutôt outil à couvrir qui pourrait peut-être être challengé par BOAS? Très bien. Alors déjà, je vais essayer de présenter un grade. Donc les grades, en fait, c'est les opérateurs numériques des agences régionales de santé en région. On a à charge de développer des outils numériques partagés entre les professionnels de santé, et ça sous l'impulsion de l'agence régionale de santé. Donc nous, le traitement des données SNDS dans ce cadre-là est depuis maintenant un peu plus de 5 ans au cœur de la stratégie des grades, puisque à partir de ces données, on peut fournir de nouveaux services via des solutions numériques, que ce soit à nos tutelles, les agences régionales de santé, aux professionnels de santé, mais aussi au grand public. Les travaux un peu emblématiques qu'on mène dans ce cadre-là sont un projet qui a été déposé auprès du HDH pour vraiment essayer de comprendre très finement, le plus finement possible, à l'échelle de l'Île-de-France, le parcours de soins et la prise en charge des infarctus aigus du myocarde pris en charge par les SAMU-SMUR de la région, et qui consiste en fait à appareiller les données du SNDS à un registre d'infarctus aigus du myocarde qui était géré par l'ARS. Donc ça, c'est vraiment un premier travail pour essayer vraiment de comprendre à la fois le devenir à long terme, les disparités de prise en charge qu'on peut observer à l'échelle de la région, et essayer de fournir à terme des outils, permettant aux professionnels de santé d'adapter au mieux leur prise en charge dans cette typologie-là de pathologie. Le deuxième chose qu'on fait, alors c'est sur des données un peu qui sont dans le SNDS, c'est sur les données du PMSI, dans le cadre de les données du PMSI qu'on obtient via la TIH, sont des données où on opère une sorte de surveillance épidémiologique régionale autour de tout ce qui est dans le domaine de la périnatalité. Et donc c'est primordial déjà pour piloter et surveiller cette activité-là, mais aussi pour pouvoir fournir un peu plus de démocratie sanitaire en Île-de-France. Un bon exemple, c'est dans ce cadre-là, on fournit au grand public des interfaces qui leur permettent de restituer de manière intelligible des grands indicateurs un peu, emblématiques dans le domaine de la périnatalité, qui concernent tout ce qui sont autour des pratiques obstétricales des maternités d'Île-de-France. Il y a eu beaucoup d'interrogations autour de la société civile autour de ça, et voilà, ça permet aussi de diffuser ce type d'indicateurs. Et enfin, les dernières choses, c'est un peu plus un peu plus avancé, ça nous permet aussi de gérer et d'anticiper l'analyse de ces données, de gérer et d'anticiper des situations de crise et de tension du système de soins en Île-de-France, et ça a été particulièrement le cas dans le cadre du Covid, où grâce aux données médico-administratives type, encore une fois PMSI, mais ce serait encore plus intéressant de le faire sur des données type SNDS, de prévoir et d'anticiper les tensions hospitalières qui pouvaient être observées dans certaines typologies de services. Donc voilà, c'est vraiment des données qui sont au cœur de la stratégie à la fois de l'Agence régionale de santé et de Cézanne pour fournir des outils le plus innovants possible, et qui permettent, en tout cas ça je l'espère, d'améliorer en tout cas la prise en charge et le niveau de santé des Franciliens. Merci, ça c'est pour les cas d'usage. Et du coup, sur le volet
sur le plan technique, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans BOAS? Sur le plan technique, moi je me suis beaucoup identifié dans la présentation précédente. On a une approche qui est très généraliste de ces données. On n'est pas centré sur une pathologie. On peut nous demander de travailler sur toute une typologie de pathologie. Et en fait, c'est trouver des outils, avoir des outils qui permettent aux data scientists et aux data managers et à l'ensemble de la chaîne des personnes qui s'investissent sur le traitement de ces données-là, d'être capables de travailler vite et bien. Et typiquement, voilà, il y a de nombreux algorithmes, on l'a vu dans les présentations précédentes, de nombreux algorithmes qui existent, mais ils sont pas encore, comment dire, on peut pas encore les traduire de manière rapide et efficace en termes de traitement de données à appliquer en fait. Il manque une case de description, il manque une case de transformation en programme. On l'a vu sur les présentations précédentes et je me réjouis de ce qui a été montré avant parce que c'est une case qui nous rapproche de diminuer très grandement la part de temps de traitement de données qui est la plus importante, qui est la sélection de la population, le calcul des indicateurs et des comorbidités via les données, et du dernier point aussi, qui est aussi important, qu'on oublie souvent, mais qui est la maintenance de ces algorithmes-là. Et donc, tout ce que j'ai vu avant, en fait, pousse vers ça, et je me réjouis. Mais voilà, pour moi, la solution idéale, ce serait, entre guillemets, un package de fonctions qui permettent de très rapidement calculer des grands indicateurs clés autour des données du SNDS et qui permettent en fait d'aller plus vite et d'avoir une approche scalable en termes d'études en fait, et de pouvoir démultiplier ce type d'études. C'est encore un investissement très fort. Quand on travaille sur ce type de données, il y a un coût à l'entrée qui est très fort et c'est ce coût-là qu'il faut diminuer à mon avis. Ok, merci Mathieu pour ce partage d'expérience et d'idées. Patrick, on va poursuivre avec vous. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut vous apporter, BPE. Vous utilisez le SNDS depuis la préhistoire. Ce n'était pas encore le périmètre actuel de données. Vous avez développé un nombre que je ne pourrais pas calculer d'algorithmes, publiés, etc. Qu'est-ce qu'un AMI comme BOAS et une bibliothèque comme BOAS à venir peut apporter à une équipe de recherche comme celle dans laquelle vous travaillez? Et puis pareil, un petit peu les mêmes questions. Justement, si cette bibliothèque peut avoir une utilité pour une équipe comme la vôtre, qu'est-ce que vous nous recommandez comme démarche, comme méthode pour continuer à la peupler utilement? Moi, je reviens. Bon, on est quand même tout à fait dans les mêmes domaines, donc on est tout le temps confronté et en permanence confronté à des algorithmies, avec quand même des niveaux. Et Manon en parlait un petit peu. C'est quand même aussi la sensibilité, la spécificité de l'algorithme. Et puis la question qu'on va se poser, c'est-à-dire que quand je suis sur une étude, je vais avoir des comorbidités. Donc je pense que la cartographie est globalement pas si mal que ça pour un certain nombre de choses pour la cartographie, parce que je fais de la comorbidité. Mais quand je vais chercher à savoir si ma population a bien cette maladie, je vais plutôt avoir envie d'être très sensible. Donc je vais prendre un algorithme qui va être assez large. Et puis quand je vais m'intéresser à un outcome, je vais plutôt avoir envie d'avoir quelque chose de très spécifique, surtout si je fais des comparaisons entre plusieurs groupes. Et clairement, sur la même pathologie, je vais prendre l'infarctus du myocarde, et ben, je n'aurai pas du tout, pour les trois, le même algorithme derrière. Et probablement que je ne vais même pas avoir le même algorithme au cours du temps, puisque la définition, en plus de l'infarctus, a évolué dans le domaine de la cardiologie, et qu'elle a évolué aussi dans le domaine de la prise en charge, et qu'elle peut encore évoluer dans le domaine des spécifications de l'ATIH pour coder tel et tel élément dessus. Donc, c'est des choses qui vont évoluer. Donc, l'idée d'avoir le critère, l'algorithme qui permet de tout résoudre pour un point donné, personnellement, j'y crois pas beaucoup. Donc ça, c'était le premier point d'entrée quand même derrière. Le deuxième point, c'est, et là je remercie Marcel et tout le groupe, c'est la mise en place de cette réflexion de partage qui a été très forte dès le début sur Retiam, qui était faut qu'on partage. Et en fait, malgré tout ce qu'on a pu dire, on n'a finalement pas partagé tant que ça entre nous, parce que dès qu'on est sur un projet, on part à fond, on fait la bibliographie, on doit avancer, on appelle un tel qui nous dit oui, d'accord, je te rappelle, et puis bon, à force, on est tous très pris. Et finalement, les partages ne sont pas si forts, donc je pense qu'en effet, un élément de système de fichiers qui nous oblige à être beaucoup plus structuré pour mettre ce type de choses est indispensable. Dernier point, chaque fois que je publie ou que notre équipe publie, on essaye vraiment, nous, de mettre tous les éléments de l'algorithmie. Pas dans l'article, hein, c'est ce qu'on appelle les supplementary materials,
on met ça dedans et on met toutes les spécifications, en tout cas le maximum, pour être produit, parce qu'en effet, une étude doit pouvoir être productible ou revue par quelqu'un, doit pouvoir la refaire et vérifier les éléments. C'est indispensable dans le domaine de la recherche. Alors pour ce qui est, pour revenir quand même au point qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Alors clairement, ce qui manquait, et on avait parlé beaucoup autour de RedSiam, ce qui manque, c'est des sous quand on fait ce type de choses. Même déjà développer un algorithme, c'est déjà assez cher, mais alors le valider, il n'y a pratiquement aucune possibilité de financement aujourd'hui en France pour pouvoir valider un algorithme. Si je dépose un PHRC ou si je dépose des éléments régionaux, on a pas mal de systèmes de financement, et ben, si dedans je rajoute 100 000 ou 150 000 de validation, c'est clair, on se fait bouler, on n'obtient pas d'argent dans le domaine de la recherche actuellement en France pour la validation d'algorithmes. Donc aujourd'hui, l'AMI est la seule façon de trouver de l'argent pour faire ce type de choses. Et franchement, sans argent, faire de la validation, bah, je pense que ce n'est pas possible. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui a été très très bien, et moi j'ai participé aux trois appels à manifestation dans le comité, j'ai vu les projets, et ben, très clairement, il y a des projets, ouais, mais il y en a des magnifiques. J'ai vu des gens qui sont creusés la tête, qui ont construit des choses très très bien construites avec différents éléments. On a des très beaux projets. Donc le fait d'aller chercher, d'avoir un élément de compétition, eh ben, je pense que ça pousse des équipes de recherche à proposer des choses, des très beaux projets. J'en profite encore pour remercier Marcel, je ne vais pas arrêter de la soirée. Et puis Marcel, voilà, il a constance, donc c'est quand même aussi un outil génial qui va permettre à beaucoup de domaines de développer. Alors, troisième point, ça c'est un petit point que je voulais rajouter, c'est qu'on a reçu, nous, on a été pris pour un appel d'offres, mais moi j'ai fait quelque chose de très particulier, c'est qu'on a fait de la validation interne. C'est-à-dire que j'ai utilisé toutes les données du SNDS, j'ai fait une sorte de dossier médical avec tout ce qui s'est passé sur 2 ans pour que les experts, au travers de ça, voient un ensemble des choses et disent « Oui, ben ça c'est quand même bien un cancer de la prostate et c'est bien un cancer de la prostate métastasé au vu de toute l'histoire thérapeutique et puis c'est pas autre chose. Et c'est pas un cancer de la vessie. » Parce qu'on peut avoir des choses. Et donc, on a fait de la validation interne. Alors, dans l'AMI qu'on a eu, c'était sur la sclérose en plaques et donc les crises lors de les rechutes, pas les rechutes, les poussées, voilà, j'ai le mot en anglais, les poussées de sclérose en plaques. Donc, on l'a fait. Et en effet, c'est pas très, très dur de trouver des éléments thérapeutiques. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ne correspondent pas, qui sont plutôt des faux positifs. Et le gros beau travail a été au travers de ça. Et donc, on a fait un algorithme assez complexe pour enlever tout ce qui n'en serait pas. Et les experts ont bien travaillé dessus avec des trucs tout bêtes. Ils disent, ah bah celle-là, elle est enceinte là, juste avant, etc. Donc, c'est du traitement, c'est pas d'une poussée, c'est clairement un traitement de prévention. Donc, on a fait un algorithme assez complexe dessus. On a fait de la validation par ce système-là qui a assez bien fonctionné et on a été heureux d'être pris à l'appel à projet puisque là, maintenant, on va se relier à une base de données externe, qui est une grosse base de données sur la sclérose en plaques que l'on a en France et on va faire de la validation ou en tout cas, voir dans quelle mesure les deux peuvent fonctionner. Donc, je pense que... Et c'est typiquement ce genre de choses qu'offre cet appel à projet, c'est de pouvoir imaginer des choses un peu plus complexes parce que bah, ça coûte cher et quand ça coûte cher, on ne peut pas le faire. Et s'il y a des possibilités d'aller le faire, on va se creuser la tête pour monter des choses un peu compliquées et sympas. Merci beaucoup, Patrick. Oui, c'est intéressant cette piste d'utiliser l'AMI pour évaluer une technique de validation interne, finalement, d'algorithme. À suivre. Bertrand, on va terminer avec toi. On t'a confié la proposition de nous faire une synthèse des idées qui ont émergé de cette table ronde et à proposer au HDH pour la suite de nos travaux, puisque manifestement, tous autour de la table, en tout cas, vous pensez qu'il y a une utilité à poursuivre pour le HDH des travaux et à mettre en place cette bibliothèque. Et puis, si tu avais un rêve, toi aussi, à formuler, à exprimer par rapport à BOAS, c'est le moment. Merci. Patrick, il me donne déjà une formidable introduction, parce qu'au même moment, on faisait à Paris un algorithme de sélection
des patients ayant un cancer de prostate qu'on validait en interne. Et je ne savais pas qu'au même moment, ils faisaient la même chose. Donc le premier point qui transparaît complètement, à mon avis, dans cette journée, c'est on a vraiment tous absolument intérêt à partager nos projets de développement de ces algorithmes, et ce qui veut dire que le premier niveau de bibliothèque, tu m'as dit que j'avais le droit de rêver, hein. Donc je rêve. Allons-y, la nuit tombe, les étoiles vont apparaître. Je rêve d'un lieu unique, d'une bibliothèque unique, où l'ensemble des projets d'algorithmique soient référencés par une fiche signalétique très simple. Quand est-ce que ça a commencé? Qui en est responsable? Quel est le sujet? Quelle est la population? Comment est-ce qu'on y a accès? Est-ce que c'est en open source ou est-ce qu'il y a une licence? Et puis, est-ce que c'est validé ou pas validé? Et puis, dernier point, la dernière date de mise à jour. Si on avait déjà ça, ce serait absolument immense, parce que ça permettrait justement tout de suite de créer la possibilité de synergie, de contact. Ça permettrait de savoir que RedSiam a un formidable truc que j'ignorais et sur lequel il faut aller. Bref, déjà ça, un lieu unique. On voit qu'il y a des algorithmes qui sont à la TIH, il y en a d'autres à l'adresse, il y en a d'autres à la CLAM, il y en a d'autres. D'accord. Mais qui fait moi qui ai besoin d'un algorithme, comment je vais faire? J'aurai un lieu unique où, au travers d'une fiche signalétique, il y a ces informations. Ça sert à quoi? Qui est responsable? La date, effectivement, de la dernière validation, est-ce que c'est validé ou pas validé? Déjà ça, ce serait, me semble-t-il, un progrès formidable. Le deuxième point, qui est plus spécifique, c'est effectivement le problème de la validation. Et là, je vois deux objectifs. Bien sûr qu'il faut continuer ce que vous faites, mais il faudrait, et Patrick l'a un peu décrit, il faudrait parallèlement décrire les différentes méthodes possibles permettant de valider un algorithme. Validation interne, on a besoin de quoi, comment on fait. Avoir également proposer une aide méthodologique à ceux qui veulent le faire, parce que comme ça a été dit, ça coûte extrêmement cher. Et donc là aussi, si sur la méthode, on peut mutualiser des aspects, ce serait très très bien. Le dernier point, c'est ce que vous faites aussi, et c'est très important, c'est l'encapsuler dans des programmes, et ça rejoint aussi à ce que vous dites, c'est que c'est bien beau d'avoir la description technique, mais l'encapsuler dans des programmes sur différents types de modèles, ça permet de les utiliser et d'avoir cette boucle rétroactive très importante. Je l'ai utilisée, ça marche très bien, je l'ai utilisé. Non, j'ai trouvé qu'il y a un problème, très bien, je peux identifier immédiatement quel est le concepteur et comme ça, je fais une espèce de validation. Et je termine, alors tu m'as dit, est-ce que j'ai un rêve? Oui, moi j'ai un rêve, c'est un peu différent de ce qu'a dit Patrick, mais moi mon rêve, c'est, j'ai sélectionné mes patients qui ont un cancer de prostate, très bien, je suis très content. J'aimerais pouvoir mettre dans une moulinette les 2 ans ou 3 ans d'antériorité du SNDS et qu'ils me sortent les probabilités de maladies actives traitées avec des niveaux de pertinence. Ceci me permettrait de savoir très facilement, eh bien, dans ce groupe de patients, il y en a tant qui ont une hypercholestérolémie, tant qui ont un diabète, tant qui ont telle chose, une insuffisance rénale, et ça me permettrait d'affiner et d'optimiser l'utilisation du SNDS beaucoup plus que ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui. Et moi, je suis très avide, alors c'est évidemment très complexe, mais je serais très heureux d'avoir cet outil qui me permettrait de déduire, avec des niveaux de probabilité évidemment différents, des populations actives sur des populations précédemment sélectionnées. Voilà. Merci beaucoup Bertrand, merci à tous et toutes. Manon, un ajout et Marcel aussi, et puis on va prendre des questions de la salle. Si je peux juste rajouter, il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé là, mais qu'on avait abordé un petit peu entre nous, c'est la mise à jour des algorithmes. Parce que voilà, c'est aussi, je pense, dans l'AMI, quelque chose que vous devez anticiper pour les prochaines années. Là, c'est encore les premières vagues, hein, donc les algorithmes sont en train d'être créés. Mais voilà, par exemple, Patrick qui crée en ce moment un algorithme sur les poussées de cèpe. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, l'algorithme sera encore valable? La réponse est probablement non. Et donc, je pense que dans les prochaines vagues, ou dans, je ne sais pas, comment le conceptualiser à réfléchir, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est important que vous l'ayez en tête pour l'AMI, si vous continuez l'AMI.
C'est pour ça que dans la fiche signalétique, il est extrêmement important d'avoir la date de la dernière mise à jour pour justement avoir cette information. Est-ce que c'est actualité ou est-ce qu'il a été fait et voilà. Marcel, un dernier mot. Deux derniers mots. Le premier, derniers mots. Pour répondre un petit peu à ce que vient d'être dit, ce que vous décrivez comme souhaitable, ça existe, c'est RedSiam. C'est RedSiam. Mais là, je pense que j'ai compris que c'était élargi. Moi, je pense que c'est d'entendre ça parce qu'on fait des fiches, on met tout ça, on dit quand ça a été validé, sur quoi. Il y a un lieu unique pour. Il y a un site qui s'appelle RedSiam, c'est très facile d'y aller. Voilà, donc j'étais un petit peu surpris de votre proposition comme un rêve, alors que c'est un rêve réalisé. C'est très bien, on est très content. Alors, moi aussi, je voudrais beaucoup insister sur le problème de l'actualisation, la maintenance des algorithmes au sens médical, mais aussi ensuite, si vraiment on se lance dans l'industrialisation des scripts, etc., de ça aussi. Oui. Donc, en fait, je pense que la formule AMI est très bien, elle est très très bien, mais je pense qu'il y a certainement quelque chose de beaucoup plus structurel à mettre en place pour le suivi de tout ça et le développement de tout ça. C'est voilà, donc c'est pour l'avenir. Hein, et puis je voudrais commenter un peu, donner mon avis sur le problème de la priorisation des algorithmes. Je n'y crois pas une seconde. Les algorithmes sont développés par les gens qui s'en servent. Donc, si vous faites un appel à projet en disant « je voudrais qu'on développe un algorithme sur quelque chose de prioritaire », d'abord, qui aura défini que c'est prioritaire ? Pas évident de savoir qu'est-ce qui est... Si je suis cancérologue, je vais dire que bien entendu c'est le cancer. Si je suis cardiologue, c'est évidemment l'infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque qui sont prioritaires, etc. etc. Mais même en admettant qu'on arrive à le définir, si vous lancez un appel d'offres en disant voilà, c'est autour du cardiovasculaire, il n'y aura que des gens qui travaillent déjà sur le cardiovasculaire qui vont être intéressés et capables et qui ont la compétence et expertise pour le faire. Donc en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, les groupes de travail de RedSiam, je crois qu'il y en a 14 à l'heure actuelle. Voilà, plus, il y en a 13 thématiques qui concernent des pathologies, et puis un autre qui est transversal, plus sur les méthodes. Il se crée spontanément. Les gens, comment ces groupes, l'histoire de ces groupes, c'est que quelqu'un, à un moment, par le bouche à oreille, pour une raison ou pour une autre, a entendu parler de ça. Il est gastro-entérologue et il voit qu'il n'y a rien dans le RedSiam en gastro-entérologie. Il nous contacte et puis finalement, il se crée le groupe gastro. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est pas parce que RedSiam a annoncé qu'on avait une priorité en gastro-entérologie. Donc je n'y crois pas beaucoup sur le plan pratique. Sur le plan pratique, il faut faire des... Je trouve que l'AMI tel qu'il est, il est bien parce qu'il n'est pas justement ciblé. Et d'ailleurs, on voit bien dans les résultats, c'est complètement diversifié. Donc, je pense que c'est bien de le garder comme ça. Mais encore une fois, je pense que le HDH doit réfléchir un peu à l'avenir, mais pas uniquement de renouveler ça. Il faut certainement renouveler les appels d'offres. Ça, j'en suis sûr. Mais, bon, je suis trop bavard. Accorder 3 questions. Grégoire. Une question. Faire qu'une. Non, c'est intéressant parce qu'il me vient. Je l'avais déjà dit à RedSiam en tant que membre du, je sais plus quoi là, d'une des instances. Mais j'ai le sentiment que ça va pas être une question, ça va peut-être vous décevoir, mais que au fond, ce qu'on est en train de débattre, si par exemple je me restreins aux algorithmes d'identification de pathologie, par exemple. Ça s'apparente comme problématique à quasiment la gestion d'une terminologie, en considérant que le langage, c'est le SNDS, et qu'à la fin, on veut se mettre d'accord pour identifier des termes, enfin en tout cas des maladies avec ce genre de choses. Et qu'il faudrait peut-être s'inspirer des gouvernances existantes, parce que je vais en venir là, parce qu'il y a un sujet, j'aime beaucoup l'AMI BOAS, mais il y a un sujet de qu'est-ce qui garantit que ça va couvrir l'ensemble des sujets? Non, rien en fait, parce que là c'est très bottom-up, c'est bien, mais si je cherche du coup, alors peut-être que du coup la carto de la CNAM est un petit peu plus vaste là-dessus, mais le bottom-up présente ce petit sujet de la maintenance, de la gouvernance, de l'exhaustivité, de la couverture des problèmes.
qui sont couverts par des gouvernances de terminologie. On se dit, le langage évolue, comment on va coder tel nouveau terme? Voilà, le SNDS évolue, comment on fait pour l'intégrer? C'est très compliqué. En tant que centre collaborateur AMS, je sais que c'est compliqué. Historiquement, en tout cas, on y contribuait pour la mortalité. Et ça fait appel à des groupes d'experts et ça fait appel à des moyens à mettre autour de la table les acteurs. Donc c'est ce que fait RETSIAM. Je pense que justement institutionnaliser ça un petit peu, le structurer, veiller à avoir une couverture volontairement exhaustive, ça fait partie des enjeux et pas seulement d'attendre que ça sorte. Mais bon, en attendant, je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais je pense qu'il faut vraiment penser structurellement et institutionnellement le sujet. Merci Grégoire. Est-ce qu'il y aurait une ou deux autres questions? Tu as déjà parlé, Bertrand. Mais s'il n'y a pas... Alors, je regarde le chat. On n'a pas de questions sur le chat. Les collègues en ligne n'ont pas de questions. Dans la salle non plus. Alors, vas-y, Bertrand. Je voudrais répondre à Marcel pour dire que je suis complètement d'accord à Marcel, mais il a mal compris mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'il y a un intérêt collectif majeur à créer donc une espèce de portail unique où tout soit référencé, où, à l'évidence, RETSIAM va avoir une place énorme. Mais je voudrais aussi connaître ce que monsieur fait au niveau de l'ARS, ce que fait la TIH, et je dis c'est tout bénef pour tout le monde, même pour RETSIAM. Et surtout pour RETSIAM, ça va leur permettre justement, des gens vont mieux les connaître, mais avoir ce portail unique où, encore une fois, RETSIAM va avoir un rôle clé, central, historique, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais aujourd'hui, on voit bien, et c'est le problème, on voit bien qu'il y a plein d'initiatives locales qui sont faites, extrêmement intéressantes, qui sont un peu cachées, et on aurait vraiment intérêt pour tout le monde à ce que ce soit sur un portail unique avec une fiche descriptive standardisée où il y ait en particulier la date de la dernière mise à jour pour anticiper effectivement tout ce problème de la mise à jour. Faire ça serait un bénéfice pour tout le monde, même et surtout pour RETSIAM. Voilà, c'est mon opinion. Ok, tu as le mot de la fin. Je crois que on va devoir, je vais devoir faire preuve d'autorité au risque d'être mal poli. Mais j'ai pas géré le temps. Je pense que sous le contrôle de mes collègues, on est en retard. Il y a juste un point qu'on n'a pas abordé, Alors, qui est quand même important. Mais c'est le dernier. C'est le dernier. Ça concerne en fait un peu ce que la CNAM a dit avec la cartographie. Il y a d'autres organismes qui produisent un certain nombre de choses et je pense qu'il est important que tous ces organismes, que ce soit ATIH, que ce soit Santé publique France, et pas forcément sur un portail unique, il faudrait qu'à un endroit on puisse les référencer. Non mais je veux dire que tous ceux qui utilisent dans un certain nombre de domaines des choses, où on définit déjà de l'algorithmie, et notamment toutes les agences diverses et variées qui travaillent sur le sujet, lorsqu'ils produisent quelque chose, et puis qu'ils aient aussi la transparence de donner les critères de définition sous-jacents. Ok, super. Merci beaucoup pour cette précision. Merci à toutes et tous. Le sujet vous passionne. J'espère qu'il vous aura aussi intéressé. Merci beaucoup pour votre temps et ce partage d'idées et de propositions.